Bonjour à tous, pardonnez-nous cette entrée en matière un petit peu hasardeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous perdants, c'est une phrase qu'on entend souvent et qui résume assez bien l'état d'esprit à quelques semaines maintenant, à un mois de l'entrée en vigueur du Brexit, l'état d'esprit du monde de la culture. Et paradoxalement, eh bien, cet état d'esprit, il est équitablement réparti entre le Royaume-Uni et entre l'Europe. Alors, ce désarroi, on peut appeler ça comme ça, du monde de la culture, eh bien, on va en parler pendant une heure en compagnie de celui qui va être notre invité fil rouge, notre grand témoin de l'actualité. On va découvrir tout de suite son visage à l'antenne. Le voici. Il s'appelle Yves Bigot. Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour Yves. bonjour Et Eric. merci d'être avec nous, Yves. On est content de vous avoir avec nous. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on parcourt votre carrière, on se rend compte que vous allez pouvoir avoir un avis sur tous les sous-dossiers, disons, qu'on va être amené à traiter ce soir. Donc, on est véritablement ravis de vous avoir avec nous. On aura une autre invitée en deuxième partie, Nathalie Bérébi. On vous racontera un petit peu qui elle est. Auparavant, je vais me tourner vers Léla Lamnauer. Salut Léla. Léla, rédactrice en chef du bureau Londres de French Morning. Alors Léla, c'est vous qui vous êtes collé sur le fait de rédiger une bio, de rédiger un CV de Yves Bigot et ça vous a pris pas mal de temps. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que Yves Bigot a un CV assez impressionnant. Ok, il a 65 ans, mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'il a travaillé pour de grands médias en France, mais aussi à l'étranger. Donc, parmi lesquels, en France, RTL et France Télévisions, puisqu'il a été directeur des programmes de France 4. Vous me corrigerez, Yves Bigot, si jamais je me trompe. Il a travaillé aussi pour la RTBF. Et il est depuis 8 ans, 7 ans, directeur général de TV5 Monde. Donc tout le monde a regardé au moins une fois dans sa vie, soit en vacances, soit depuis chez soi, et notamment les Français au Royaume-Uni. Et également, c'est un fin connaisseur du monde de la musique, puisque il a été rédacteur en chef d'une émission comme Rapido, animée par Antoine Decaune, et qui justement se passait à Londres, au Royaume-Uni, qui était diffusée justement sur la BBC. Il est également depuis cette année, président bénévole de la Fondation Alliance Française, donc tout le monde de la francophonie, donc il nous en parlera certainement. Et donc voilà, mais je pourrais passer des heures à expliquer tout ce qu'il a fait, mais j'aimerais bien qu'on introduise Ouais, l'invité. on n'en a qu'une heure, donc on va revenir très vite vers Yves Bigot. Auparavant, je vous parlais du désarroi du monde de la culture, le désarroi aussi du monde de la musique. Je voudrais vous faire entendre un témoignage et après on va s'entretenir avec Yves. Je voudrais vous faire entendre un témoignage qui date de 3 ans. Il date de 2017, donc il était consécutif de quelques mois au vote, au référendum qui a débouché sur le Brexit. Ce témoignage, c'est celui du chanteur anglais le plus populaire, on va dire, à l'heure actuelle, c'est Sting. Et Sting n'avait pas de mots assez durs sur le Brexit, sur ce qu'il pensait du Brexit. On l'écoute. Mon espoir est que l'on n'entende plus jamais parler de ce Brexit. Je n'arrive pas à trouver une raison de penser que c'est une bonne idée. En revanche, j'ai plein de raisons de penser qu'il ne faut pas qu'il ait lieu. C'est le sens de la pétition que nous avons envoyée au Parlement. Ça va être un désastre. Je suis un homme anglais très patriote et je veux que nous restions parmi vous, les Européens. Sans équivoque, Yves Bigot, on revient avec vous. Ces propos de Sting, ils reprononceraient à la virgule près les mêmes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ça va être ma première question, puis après, évidemment, on va développer. Êtes-vous d'accord avec Sting, Yves? Alors, je n'ai pas à être d'accord avec Sting, même si je partage son sentiment, puisque n'étant pas citoyen britannique, je ne suis pas interrogé sur la question. Hein. C'est le choix souverain du peuple du Royaume-Uni d'avoir décidé de choisir le Brexit. Maintenant, je pense effectivement que ça va être extrêmement compliqué. Alors, j'ai connu le monde d'avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Hein, donc, en même temps, on allait à Londres et on vivait. Mais c'est sûr que ça va être compliqué et que ça va être compliqué
pas uniquement, mais en particulier pour le monde de la culture, mais aussi pour le football. Hein. Il y a tellement de footballeurs, notamment français, hein, en Angleterre, mais pas uniquement. Il y a aussi beaucoup de Belges et de très nombreuses autres nationalités, d'Espagnols notamment. Ça va être compliqué pour eux et je pense que ça va être compliqué pour les échanges en général, pour le commerce et aussi pour les voyages. Et là. Oui, c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup, quand on parle Brexit, on parle beaucoup des citoyens européens, de leurs droits, ce qu'on a fait d'ailleurs dans les précédentes émissions, aussi de l'économie, de quel impact il va y avoir dans ces secteurs-là, mais on oublie souvent la culture. C'est vrai qu'il y a un pont entre le Royaume-Uni et le continent européen. Pour vous, comment ça pourrait se traduire techniquement si vous deviez schématiser cet impact qu'il pourrait y avoir sur le monde de la culture? Vous parliez tout à l'heure des artistes, etc. Mais comment ça pourrait se passer? Déjà, il va y avoir la problématique des taxes hein, qui vont donc évidemment être établies. Et puis, si on prend par exemple la partie la plus évidente, qui est celle des tournées, aussi bien des artistes continentaux au Royaume-Uni que, et le flux est encore plus important dans ce sens, des artistes britanniques sur le continent européen, on va retrouver les bons vieux carnets ATA, hein, pour lequel il fallait, au passage de la douane, déclarer évidemment tous les instruments, tous les amplis, mais aussi le moindre câble, le moindre, voilà, hein, la moindre prise, etc. Et donc ça prend un temps infini. Donc on voit bien que ce qui va être compliqué, c'est que tout va prendre beaucoup plus de temps et va être beaucoup plus compliqué. Et après, je vous dis, il y a la question des taxes, des impôts, etc., qui va venir évidemment compliquer plus encore que ça ne l'est déjà pour les artistes continentaux au Royaume-Uni et pour les artistes britanniques très bientôt sur le continent. Mais je pense que le gouvernement actuel de Boris Johnson, de toute façon, n'aime pas beaucoup les artistes, hein, puisque le ministre de la Culture a annoncé à plusieurs reprises que les artistes étaient des feignants et qu'ils n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à changer de métier, que de toute façon, voilà, s'ils travaillaient plus, ils gagneraient mieux leur vie. Ça a évidemment provoqué des tollés dans l'ensemble du royaume, mais en tous les cas, c'est la position vis-à-vis, là en l'occurrence, je me réfère à la fois au Brexit, mais aussi à la situation de la Covid-19, hein, puisque beaucoup d'artistes ne peuvent plus exercer leur métier. Et on sait que particulièrement en Grande-Bretagne, il y a un circuit de musique live qui est extrêmement important, bien plus important que n'importe où sur le continent. C'est d'ailleurs une partie de ce qui a permis au rock britannique hein, de se développer et aux groupes et aux artistes de se développer de pareille manière. Hein, c'est que ils jouent et ils se rôdent et ils se professionnalisent en jouant dans des pubs, dans le circuit des universités, dans le circuit de salles, de petites salles, de salles moyennes, de grandes salles, etc. Et tout ça est à l'arrêt. Et on voit bien qu'au-delà du 1,7 milliard de livres sterling qui a été donné à l'ensemble de la culture par le gouvernement de Boris Johnson, il n'y aura visiblement pas un penny supplémentaire. Justement, vous parliez de budget, mais même les fonds européens, il y a aussi la culture ici en Grande-Bretagne, elle jouit de fonds européens. Donc finalement, elle va se couper de ça à partir de l'année prochaine. Bien sûr, et c'est là que je pense d'ailleurs les Britanniques, mais y compris les artistes, hein, sont très ambivalents sur cette question du Brexit. D'ailleurs, il y a un excellent roman de Nick Hornby, le dernier qui est paru il y a quelques 2 ou 3 mois seulement, qui de manière très fine et très intelligente expose bien cette dichotomie et ce paradoxe des électeurs britanniques quand ils ont dû se prononcer par rapport au Brexit. On voit bien que ce qu'ils recherchent dans le Brexit, c'est la gloire passée et aujourd'hui un peu fanée, alors pas dans le monde de la culture justement, mais de manière générale de l'Empire britannique. C'est revenir à l'autarcie,
à l'autosuffisance ou en tous les cas au seul lien avec le Commonwealth plutôt que à l'Europe, puisque le Commonwealth, ce sont d'anciennes colonies britanniques, alors que l'Europe, ce sont à peu près tous des pays avec lesquels l'Empire a été à un moment ou à un autre de l'histoire en guerre. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de nostalgie d'avant et qui chez des personnes comme Mick Jagger ou Ringo Starr, qui de manière assez surprenante pour des Français se sont prononcés en faveur du Brexit, on voit bien que on imagine que ce qu'ils cherchent, c'est aussi l'espoir de retourner à cette période des années 60 et 70 où le rock anglais et la culture anglaise étaient dominantes dans le monde, avaient conquis les États-Unis et le reste de la planète. Donc il y a quelque chose de très très ambivalent dans ce vote et je pense que le travail a été bâclé ou mal fait d'information auprès du public et des électeurs britanniques pour leur expliquer quelles seraient les conséquences concrètes dans leur vie quotidienne d'un Brexit, que ça n'était pas seulement symbolique, que ça n'était pas seulement un acte politique, mais que l'économie britannique va se trouver extrêmement pénalisée puisqu'elle exporte beaucoup plus vers l'Union européenne que les pays de l'Union européenne n'exportent vers le Royaume-Uni. Donc nécessairement, l'économie britannique va en souffrir. Même si on voit bien, viennent de signer un accord d'échange économique très important et intéressant avec le Japon, et le gouvernement britannique s'en enorgueillit là depuis 24 heures. Ils vont être un peu coincés parce que je pense que Boris Johnson tablait beaucoup sur une réélection de son ami Donald Trump aux États-Unis. Là, avec Joe Biden, qui est quand même d'origine irlandaise, ça va peut-être être plus compliqué, ne serait-ce qu'à ce titre. Déjà, je pense que ça va être... Ils n'ont pas tout à fait la même vision du monde, mais en plus... Voilà, ça n'est pas à vous que je vais raconter comment anglais contre irlandais, c'est parfois compliqué, même s'il y a énormément d'Irlandais à Londres et partout en Grande-Bretagne. Mais effectivement, je pense que ce travail de pédagogie auprès des électeurs a, alors peut-être volontairement, été bâclé ou mal fait. Et que du coup, je pense qu'un certain nombre de Brexiters risquent d'être assez rapidement déçus et de déchanter quand le Brexit s'opérera. Mais en même temps, moi, je suis un citoyen français, donc voilà, vous m'interrogez, je vous donne un avis comme ça, mais c'est aux citoyens. Vous êtes là pour ça, Yves. Vous êtes là pour ça. Oui, mais c'est aux citoyens britanniques de décider de leur avenir. C'est pas à moi de leur donner des leçons. C'est intéressant, Yves, ce que vous dites quand même, quand vous dites que les anciens, les Ringo Starr, les Mick Jagger, étaient des pro-Brexit, alors que Sting, qui est plus contemporain, qui est plus jeune, lui est anti-Brexit au maximum. Selon vous, c'est vraiment cette histoire de génération qui a changé la donne et qui a amené certaines personnes par pure nostalgie, en l'occurrence Mick Jagger, Ringo Starr, par pure nostalgie, à remettre en question l'avenir économique de leur pays, parce que finalement, il s'agit de ça d'une certaine manière. Alors, il y a peut-être de ça. Il y a aussi le fait qu'ils sont peut-être aussi plus proches du Parti conservateur que des travaillistes ou que de gauche, comme c'est le cas clairement de Sting en tous les cas, même si le Parti travailliste a eu une attitude extrêmement ambivalente sur la question du Brexit. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui leur a bloqué une nouvelle fois l'accès au pouvoir lors des dernières élections. Et là. Oui, je voulais juste revenir 2 minutes sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'il y a cette nostalgie, comme le disait aussi Eric. Mais le problème, c'est que le monde a changé depuis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 60. Il y a eu l'entrée déjà dans l'Union européenne dans les années 70. Puis le monde a évolué. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Il y a la culture n'a... Ok, il y a des frontières techniques, mais géographiques, mais la culture, c'est quand même son essence, c'est d'être transfrontalière, c'est de transcender justement ça et de pouvoir
apporter un mélange et comme vous disiez, la musique anglaise, le rock anglais n'aurait pas peut-être connu autant son essor si il n'avait pas voyagé dans le monde. Alors c'est vrai, mais il a connu son grand succès bien avant que le Royaume-Uni n'entre dans l'Union européenne. Donc justement, les Britanniques avaient fait la démonstration que leur culture était tellement attractive et tellement puissante que de toute façon, elle franchissait les frontières, quelle que soit leur nature. Je pense que l'Union européenne et la Commission européenne ont aussi de très grandes responsabilités dans cette affaire du Brexit. Je pense que dans pas mal de pays européens aujourd'hui, si se tenait un référendum de la sorte, et je rappelle que d'ailleurs certains pays avaient voté non dans un premier temps au traité de Maastricht, et puis après on leur expliquait ah non mais vous avez mal voté, il faut revoter dans l'autre sens maintenant. Donc là déjà le verre était dans le fruit, et je pense que si peut-être en France ou aux Pays-Bas ou dans beaucoup d'autres pays on redemandait de voter pour l'adhésion à l'Union européenne, ben le vote pencherait peut-être dans le même sens que celui des citoyens britanniques. La raison pour cela, c'est que l'Europe qui siège à Bruxelles, qui n'est pas l'Europe de Bruxelles, mais qui siège à Bruxelles et en partie à Strasbourg, d'ailleurs, n'a absolument pas réussi l'Europe sociale. Et ça, c'est ce qu'elle paye aujourd'hui avec le Brexit. Elle n'a d'ailleurs pas réussi dans beaucoup de domaines. On peut pas dire que dans la culture, elle se soit particulièrement distinguée non plus. Et la fameuse armée européenne, c'est juste une immense blague. Il faut plus d'un an pour éventuellement la motiver et lui permettre d'intervenir. Donc je pense que l'Union européenne a tout autant de responsabilités dans cette affaire du Brexit, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle en tirera, mais je n'en suis pas absolument certain, les conséquences de manière à ce qu'on ne relance pas après le Brexit, le Frexit et le Belxit, et que ça soit le début en fait d'un effritement en réalité de cette magnifique idée par ailleurs qui est celle de l'Europe sans frontières. Et de Schengen, auquel n'a jamais adhéré d'ailleurs, ni à la monnaie européenne, le Royaume-Uni qui est toujours resté à la fois dans l'Union européenne, mais en ayant toujours un pied en dehors quand même. Il faut appeler un chat cette manière de procéder. Yves, vous évoquez le fait tout à l'heure que le Royaume-Uni exportait beaucoup. Mais alors j'ai lu quelque chose, vous allez me contredire, vous allez confirmer ou infirmer. J'ai lu qu'il y a une très forte industrie musicale en Grande-Bretagne. Il y a donc beaucoup de création de musique, mais les produits eux-mêmes, c'est-à-dire les disques, les CD, souvent les Anglais allaient les acheter. Ils sont très mal pourvus sur ce genre de produits. Ils vont les acheter en Europe, dans l'Union européenne. Donc, ce qui les oblige à importer, et là, du coup, la livre qui est très basse, on sait très bien qu'une livre très basse, c'est mauvais pour l'importation, et que donc, ça va nuire à l'industrie musicale de Grande-Bretagne. Est-ce que vous me confirmez ça, Yves ? Je suis pas absolument certain de votre source, ça me surprend beaucoup. Il faut que je fasse gaffe à mes lectures. Non, mais vous avez certainement raison, Eric, mais je suis très, très surpris de cela. Alors, vraisemblablement, effectivement, il faut qu'ils importent et qu'ils aillent chercher les œuvres d'artistes continentales. Après, il y a le brevet de Philips, qui évidemment se trouve, le brevet du CD, en tous les cas, qui appartient à Philips, qui est une entreprise des Pays-Bas, qui donc, évidemment, prend, même pour tous les CD fabriqués au Royaume-Uni, mais comme en France d'ailleurs, prend un petit cut au passage, puisque c'est eux qui ont déposé le brevet du compact disque. Mais je suis quand même très surpris, Eric, par cette information. Je crois que c'était un papier de Libé, pour être précis. Un papier qui remontait à l'an dernier, un papier de Libé. Mais c'est vrai que j'ai été un peu surpris aussi. C'est pour ça que j'ai voulu avoir confirmation auprès de vous. Et là. Alors, normalement, à Libé, alors je n'y écris plus depuis quelques années, mais ils sont normalement très très bons sur tous les papiers qui concernent l'industrie du disque notamment. À suivre.
justement, on parle d'industrie, une industrie culturelle, et ce que les gens n'ont pas compris, j'ai l'impression, c'est que la culture, c'est très important parce qu'un spectacle vivant, par exemple un concert, ça contribue à une activité économique adjacente, c'est-à-dire que les gens vont au resto, sortent, etc. Donc, si imaginons demain les concerts, les spectacles vivants venant d'Europe et qui voudraient se produire ici, et que c'est beaucoup plus compliqué de venir ici, donc ça a freiné des ambitions peut-être de certains de venir de l'autre côté de la Manche, est-ce que ça n'arrive pas de détériorer aussi cette économie-là et est-ce que quelqu'un expliquera ça finalement au grand public que c'est parce que c'est le Brexit qui a eu cette conséquence-là? Alors ça va surtout handicaper les Européens parce que évidemment, ce que les Britanniques attendent le plus, ce sont les artistes américains qui, eux, évidemment, viennent au Royaume-Uni tout à fait indépendamment de la participation du Royaume à l'Union européenne. Donc je pense que ça va surtout être pénalisant pour les artistes du continent européen. Mais par ailleurs, vous avez bien raison de souligner combien l'industrie de la culture, mais de la musique en particulier, est contributaire formidablement au budget du Royaume-Uni. Hein. On sait que dans les années 60, le nombre spectaculaire de devises que faisaient rentrer et que rapportaient au Royaume les Beatles et puis les autres groupes de rock anglais a fait énormément pour relever la balance commerciale du royaume au moment justement où elle perdait ses colonies et la richesse directe qui lui était fournie par ses anciennes colonies malgré l'existence et la survivance du marché que constitue le Commonwealth. Mais encore aujourd'hui, l'industrie musicale et l'industrie de l'entertainment, c'est une des formidables richesses économiques et budgétaires du Royaume-Uni. Donc c'est sûr que s'ils devaient compliquer leurs exportations de leurs artistes et de leur musique, y compris enregistrée, etc., c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc ils se la tirent deux fois, puisqu'en ne les aidant pas non plus à surmonter les difficultés économiques qu'ils rencontrent en raison de la pandémie et du lockdown, donc, et en leur enjoignant de changer de métier. Alors peut-être veulent-ils que les guitaristes remplacent les plombiers polonais l'année prochaine, mais voilà, je ne comprends pas bien, en l'occurrence, quelle est leur stratégie. Mais on a un peu de mal, en tous les cas, du côté français. Et avec, je dois dire, l'affection et l'admiration immense que j'ai pour les Britanniques. C'est marrant, ça se sent pas du tout, Yves. C'est marrant. Vous me surprenez. J'ai adoré vivre à Londres, j'ai adoré travailler pour la BBC, voilà, j'adore le rock anglais. Je trouve que la 4e saison de The Crown est absolument exceptionnelle. Voilà. Très critiquée, mais exceptionnelle, effectivement. Ouais. Elle vaut. Franchement, ils sont forts. Ils sont forts. Et les Jeux Olympiques de Londres, c'était un modèle absolu. Ouais, à la fois d'organisation, d'autodérision et de montrer la puissance incroyable, justement, de la culture britannique et son rayonnement planétaire. C'est des leçons pour des Français comme nous. Yves, vous évoquiez tout à l'heure l'émission de rock que vous faisiez donc avant que l'Angleterre ne soit dans l'Union européenne, donc à la fin des années 90. Donc, le fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne, est-ce que ça pourrait réautoriser, selon vous, des projets comme celui-là qui peut-être avaient été rendus impossibles par la présence de l'Union européenne ou la présence de l'Angleterre dans l'Union européenne? Je ne sais pas. Parce que ça vous titillerait peut-être de refaire ça, non? Oui, bien sûr, parce qu'on a passé 4 années merveilleuses avec Antoine Decaune et Peter Stewart, le réalisateur, à produire. Vous imaginez, nous des Français. Bon, alors Peter est américain, donc ça compte pas, mais Antoine et moi, qui sommes des Français fans de rock anglais et fans de la culture britannique en général, vous imaginez. Alors moi, en plus, je suis totalement fan de, par
ailleurs, hein, des poètes romantiques britanniques, hein, Shelley, Byron, Swinburne, etc. Et par ailleurs de Shakespeare. Donc, vous imaginez, nous, Français, parlant de rock à la télévision britannique sur la BBC, d'abord sur BBC One la première année, à 23h les vendredis soirs, et ensuite en access prime time sur BBC Two pendant les 3 années qui ont suivi. Vous imaginez, au début, quand on nous l'a proposé, on pensait que c'était une blague. Pour tout vous dire, on disait, mais c'est pas possible, pourquoi la BBC voudrait-elle que ce soit des Français qui viennent leur parler de leur musique? Et ça a été extraordinaire. Et Antoine a connu, moi je recevais au bureau, j'étais son rédacteur en chef, donc moi je recevais au bureau à Paris et plus tard à celui de Londres, mais des dizaines et des dizaines toutes les semaines de demandes en mariage et de déclarations d'amour de jeunes Anglais, de jeunes et moins jeunes. Alors pas pour moi, mais pour Antoine, évidemment, hein, qui était devenu une icône sexuelle pour les Anglaises, les Écossaises, les Galloises et les Irlandaises. C'était une aventure géniale, oui, bien sûr. J'imagine que c'est une aventure qui vous a marqué aussi bien vous d'ailleurs que Antoine qui l'a partagé avec vous pendant toutes ces années. Je voudrais faire une petite entorse à ce qu'on avait prévu parce que je voudrais demander à Nathalie Bérébi de venir nous rejoindre dans ce studio virtuel. Elle est là dans la coulisse tout près dans ce qu'on appelle les loges. Merci Nathalie de venir nous rejoindre. On avait prévu de vous faire intervenir tout à l'heure dans la deuxième partie, mais je vous regardais comme ça dans votre loge et je m'apercevais que vous acquiescez très souvent ce que disait Yves Bigot. Qu'est-ce qui vous a frappé et ce sur quoi vous êtes le plus d'accord avec tout ce qu'a dit Yves depuis 28 minutes et 26 secondes? Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Yves Bigot, puisqu'on parle de toute façon, que ce soit la musique, le théâtre, c'est du spectacle vivant. Donc, effectivement, ceux qui vont le plus en pâtir, c'est les Européens, parce que moi, en tant que créatrice de spectacles et notamment j'avais une casquette de tourneur parce que j'achetais des spectacles en France et que je faisais venir en Angleterre pour un public francophone. Cela va être extrêmement compliqué de pouvoir faire circuler tous ces artistes, surtout les artistes français qui adorent venir en Angleterre. C'est plein de frustration, ça va être très très compliqué et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le spectacle vivant et notamment le milieu du théâtre en Angleterre et notamment à Londres, c'est un énorme marché, une énorme industrie. Et qu'effectivement eux, ce qui les intéresse, c'est la passerelle entre Londres et Broadway. Ils sont plutôt effectivement, ils regardent plutôt vers les États-Unis que vers l'Europe. Mais Londres reste quand même une ville ultra internationale avec une diversité de population. Et moi, ce que je trouvais génial justement à Londres, c'est de pouvoir avoir cette offre culturelle diverse, des cultures complètement différentes, européennes, non européennes. Et aujourd'hui, ça va être compliqué. On va plus avoir la même offre culturelle. En tout cas, c'est un peu effrayant. Ouais. Bon, Nathalie, maintenant que vous avez poussé la porte du studio, vous allez rester avec nous. On va clore cette P1 et puis on va vous retrouver en P2. Mais auparavant, on a beaucoup parlé de musique contemporaine avec Yves Bigot, qui est un grand spécialiste de musique contemporaine. Mais ce que je veux dire, c'est que le milieu de la musique dans son ensemble est assez impacté par ce Brexit. Et je vais vous le prouver en vous montrant 45 secondes de l'orchestre baroque de l'Union européenne. Pourquoi il joue un morceau de Handel? Pourquoi je vais vous montrer ces images? Eh bien, c'est parce que l'orchestre baroque de l'Union européenne, qui était basé à Londres, vient de quitter Londres pour aller s'installer à Bruxelles. On écoute quelques notes magnifiques de la musique d'Handel jouée par l'orchestre baroque de l'Union européenne.
Voilà, ça fait pas de mal, un petit peu d'humanité dans ce monde de brut, hein, Yves Bigot, un petit peu de tendresse, ça peut pas faire de mal, hein? C'est sûr, mais justement, hein, on estime, en tous les cas, les syndicats de musiciens britanniques estiment que un tiers des musiciens, quel que soit le genre, hein, que ce soit des musiciens d'orchestre classique, et il y a des orchestres absolument formidables hein, au Royaume-Uni, hein, et pas seulement le London Symphony Orchestra et le London Philharmonic, mais y compris dans beaucoup d'autres villes, hein, puisque le Royaume-Uni hein, est un modèle de décentralisation. Hein. Il y a des orchestres formidables à Manchester, à Liverpool, à Glasgow, à Édimbourg, à Cardiff, à Birmingham, etc. Un tiers des musiciens britanniques vont devoir changer de métier. Alors là, c'est pas à cause du Brexit, mais ça viendra peut-être accentuer encore cette situation, mais à cause du lockdown suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Donc la situation effectivement de la musique au Royaume-Uni, elle est déjà dramatique avant même que le Brexit n'entre en vigueur. C'est vrai qu'il y a une culbute de plusieurs événements qui font effectivement beaucoup de tort à la musique. Elle nous a rejoint tout à l'heure, donc Nathalie Bérébi. On va passer la deuxième partie en sa compagnie et en celle de Yves Bigot, bien sûr. Léla, je vais vous poser une question simple parce qu'on n'a pas pris le temps de la présenter. Qui est cette Nathalie Bérébi qui est rentrée dans notre studio? Eh bien, écoutez, c'est une Française qui est installée à Londres, effectivement, et elle a une société de production qui s'appelle tout simplement NB Productions. Et effectivement, outre le théâtre, elle fait venir des artistes français se produire à Londres. Et par exemple, je pense à quelqu'un en date, parce que le dernier en date, c'était M, justement, qui devait venir en avril dernier, mais faute à cause de la Covid-19, il a dû annuler son concert. Et moi, j'avais une question justement, Nathalie. Est-ce que vous parlez déjà avec les artistes de ces conséquences et de savoir si, par exemple, ils auront besoin d'un visa pour venir travailler? Est-ce que ça va les freiner, comme je posais la question tout à l'heure à Yves Bigot, est-ce que ça va freiner ces artistes européens et notamment français de venir se produire ici? Alors oui, certainement. Je dois dire qu'il n'y avait pas énormément d'artistes en solo comme Mathieu Chédid ou Vanessa Paradis. Tous ces artistes, en fait, il y a 20 ans, ne venaient pas seuls se produire à Londres. Alors, il y avait des artistes de musicales, effectivement, qui venaient se produire à Londres, mais dans un ensemble, dans un orchestre, dans un groupe. Mais en leur nom propre, il y en avait pas beaucoup. Donc effectivement, l'Europe a fait que ça a ouvert les frontières et que de plus en plus, on a eu des demandes effectivement d'artistes du monde musical, théâtral, du stand-up, qui étaient intéressés pour venir, pour avoir au moins une date à Londres. Ça les faisait complètement triper, ça les faisait rêver d'avoir une date à Londres. Et donc pour cela, effectivement, il n'y avait pas d'autorisation à avoir, pas de visa, libre circulation. De tous ces artistes à Londres, ils faisaient leur date, une soirée, deux soirées, ils revenaient, ils étaient hyper contents. Là aujourd'hui, c'est plus compliqué effectivement. Il va devoir des démarches administratives vont devoir être faites, notamment auprès du Home Office. Un visa devra être demandé. Alors j'ai lu, je suis pas encore sûre, mais effectivement, si c'est pour un travail de courte durée, il ne sera pas payant. Mais si c'est pour un contrat qui est plus de 3 mois ou en tout cas une tournée qui sera étalée sur 3 mois, effectivement, ce visa va faire l'objet d'un coût. Oui, comme disait Yves Bigot aussi, ce sont des artistes, en tout cas, qu'on peut trouver aussi dans le milieu du théâtre ou musical. Souvent, moi, je faisais venir des artistes qui venaient avec toutes leurs techniques de France. Donc, les camions traversaient les frontières via l'Eurotunnel. Et aujourd'hui, il y a des questions de taxes, de coûts, de marchandises, de matériel. Donc, il faudra tout sourcer à Londres. Et bon, c'est pas toujours facile parce que c'est pas les mêmes. C'est vrai que les artistes, ils aiment bien travailler avec leur propre matériel. Donc, ils aiment bien venir avec ce qu'ils connaissent. Donc, ouais, ça va être compliqué. Et c'est sûr que ça va freiner... Alors, je dirais que ça va freiner surtout les petits artistes, hein, les artistes émergents, les petites compagnies, mais les artistes qui sont déjà établis, qui ont déjà une grosse structure derrière pour tout ce qui est tourné,
ça sera compliqué, mais ça pourra se faire. Mais pour des petits artistes qui n'ont pas toutes ces grosses infrastructures derrière eux, ça va être assez rédhibitoire. Ouais. Oui, parce que le monde de la culture touchait des subventions, Yves Bigot, de l'Union européenne. Ces subventions, inévitablement, elles vont diminuer et donc ça a forcément, du moins laisser des traces, mais peut-être même faire des dégâts importants. C'est probable, effectivement. Après, évidemment, la mentalité britannique ne correspond pas à la mentalité de l'Europe continentale. C'est-à-dire que on est dans un vrai pays qui pratique le capitalisme pur et dur, comme les Américains. Et d'ailleurs, eux, l'idée de subventionner un groupe de rock, ça ne les a jamais effleurés. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas eu besoin. C'est nous, en France et ailleurs, qui avons eu besoin de subventionner nos artistes pour qu'ils puissent exister à côté des artistes anglais et américains qui ramassaient tout. Donc, et effectivement, il y a une approche dans la culture, de l'économie de la culture, si j'ose dire, qui est extrêmement différente de l'autre côté de la Manche par rapport au nôtre. L'idée de ce qu'on peut envisager de subventionner au Royaume-Uni, c'est la Royal Shakespeare Company, par exemple. Ça, c'est de la grande culture. Et voilà, mais on va dire ce que les Britanniques appellent la youth culture ou l'entertainment, ben non, soit ça trouve sa propre économie, soit tant pis. Voilà, mais ça n'a pas à être subventionné. Alors que en France en particulier, mais en Belgique, où j'ai habité également à Bruxelles, ben, on considère que subventionner la culture jeune ou la culture vivante, le spectacle vivant, ça fait aussi partie des responsabilités de l'État et aussi de la Commission européenne. Mais ça, c'est pas du tout dans la mentalité britannique. Oui, je voulais juste intervenir parce que dans le milieu du spectacle, plutôt du théâtre, il y a eu quand même, alors je sais que musical peut-être moins, mais il y a eu quand même beaucoup de petites compagnies qui ont pu bénéficier de subventions européennes pour pouvoir travailler avec des pays européens sur des travaux de recherche, sur des nouvelles écritures. Je sais que dans le milieu théâtral, on était très content d'avoir ces subventions européennes, même à Londres. Il y avait des collaborations, des partenariats qui étaient effectivement qui étaient mis en route par tous les pays de l'Europe et ça fonctionnait assez bien. Moi, j'ai participé à de nombreux travaux Culture Europe où on avait des compagnies anglaises, des compagnies un peu de toute l'Europe qui travaillaient ensemble sur des travaux de recherche. Donc pour le spectacle vivant et pour le théâtre, je dirais c'est encore plus dur, oui, de plus avoir de subventions européennes. Et il est vrai que aussi en Angleterre, dans le milieu du théâtre, on n'a pas cette séparation que l'on a en France, théâtre public, théâtre privé. Ça n'existe pas en Angleterre. Voilà. Effectivement, voilà, il n'y a pas cette scission. Mais enfin, le théâtre anglais, il y a de nombreuses compagnies qui ont bénéficié de tournées en Europe grâce aux subventions européennes. Et là, ça sera d'autant plus dommage voilà, de ne plus y avoir accès. Ouais. Moi, je voulais juste pousser un tout petit peu plus la réflexion. Yves, je sais que, si je ne me trompe pas, vous avez été président des Victoires de la musique, vous avez travaillé pour le magazine Rolling Stone, et on sait l'importance d'aller enregistrer des albums à l'étranger. Et on sait que beaucoup d'artistes venir à Londres, notamment dans les mythiques studios d'Abbey Road. Je sais que il y a je crois que l'année dernière, j'ai interviewé Etienne Dao qui avait réalisé son dernier album entièrement à Londres, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ce ne sera plus possible finalement d'avoir des artistes français qui viennent en résidence quelque part de création à Londres, pouvoir produire, s'entourer de musiciens exceptionnels ou qui ne trouvent pas en France. Du coup, est-ce que ça va créer une certaine inquiétude pour la création?
Non, ça, au niveau de ce type d'artiste, je pense que ça faudra faire un peu de la paperasse, hein, alors que il n'y en avait pas besoin jusque-là, et ça coûtera peut-être un tout petit peu plus cher, mais ça ne posera pas de problème particulier. Si vous voulez, juste pour l'anecdote, ce qui pose des gros problèmes aujourd'hui, c'est le lockdown et la quarantaine. Je peux vous donner un exemple. Mon ami Yvan Cassard, donc chef d'orchestre, pianiste et compositeur, a dû partir à Londres justement pour enregistrer avec un orchestre symphonique londonien pour le prochain album posthume de Johnny Hallyday. Mais il a fallu, on est allé l'accueillir à la sortie de l'Eurostar à Londres en ambulance. On l'a amené directement dans son hôtel, où il est donc resté pendant 14 jours. Il n'avait même pas le droit de descendre à la réception, ni même au restaurant ou à la salle des petits déjeuners. On lui montait ses repas, et s'il avait besoin qu'on fasse des courses, c'était les concierges de l'hôtel qui allaient faire les courses pour lui. Il s'est fait construire un studio pour pouvoir travailler pendant ces 14 jours dans sa chambre d'hôtel. Mais vous voyez, voilà, je pense que finalement, pour ça, le Brexit sera moins handicapant que ne l'est actuellement le lockdown, hein, pour les artistes et les musiciens. Oui. Le lockdown qui est en train de prendre fin d'ailleurs, on s'achemine vers une issue lentement en Grande-Bretagne, hein, ce qui est plutôt ça a été levé aujourd'hui. Voilà. C'est une bonne nouvelle. On n'en est pas encore là en France, mais c'est pas le thème du sujet. Les deux secteurs de la culture, et je vais m'adresser à chacun de vous deux parce que peut-être chacun de vous a une opinion sur ce sujet. Les deux secteurs qui vont être les plus impactés, paraît-il, et encore une fois je l'ai lu, seront le secteur de l'audiovisuel et le secteur du cinéma, parce que ce sont deux secteurs qui touchaient beaucoup d'argent de l'Union européenne. Par exemple, à titre d'exemple, j'ai lu que le film britannique Slumdog Millionnaire avait perçu près de 988 000 euros de la part du programme Europe Créative, un programme qui va disparaître. Comment, je vais peut-être dans un premier temps demander à Yves, comment le cinéma va pouvoir, non pas survivre, mais va pouvoir s'accommoder de ces restrictions? Difficilement. Difficilement, parce que le cinéma, même si l'industrie du cinéma britannique s'est justement assez remarquablement relevée depuis une quinzaine d'années, après avoir connu vraiment un très très mauvais moment, hein, dans les années 70 et 80, c'est aussi beaucoup grâce à de la coproduction, et donc de la coproduction européenne. Parfois, puisque vous savez que maintenant dans le cinéma, il y a intervention aussi des chaînes de télévision, hein, qui apportent de l'argent pour ensuite la diffusion sur leurs antennes après la fin de l'exploitation en salle. Donc, ce que peut espérer évidemment le cinéma britannique, hein, qui va se couper, vous l'avez très bien dit, à la fois de l'argent européen, mais aussi de l'argent des coproductions de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, etc. Ça va être les plateformes américaines. C'est-à-dire que le salut peut tout à fait venir pour l'industrie, non seulement du cinéma, mais aussi de l'audiovisuel, hein. Et on évoquait rapidement The Crown il y a peu de temps, hein, mais les Anglais sont Downton Abbey, hein, évidemment, qui est aussi un grand succès, sont très très forts dans les séries télévisées. C'est que l'argent pourra provenir des plateformes américaines, Netflix, Amazon Prime et compagnie, ou HBO, etc. Donc eux, ce qu'ils peuvent espérer, c'est effectivement là-dessus, pour compenser la perte de coproduction européenne et de financement de la Commission, c'est se tourner vers les plateformes américaines. Et est-ce que les Américains, alors, pourraient être bénéficiaires du Brexit, d'une certaine manière? Est-ce que c'est un petit peu ce que vous dites? Les Américains, ils sont toujours bénéficiaires de tout. Ils sont malins. La grande question, et c'est très intéressant de voir justement cet accord d'échange économique privilégié qui vient d'être signé avec le Japon, c'est que le Japon, c'est aussi l'entrée vers la Corée, c'est aussi l'entrée vers Singapour, l'entrée vers l'Australie.
le Royaume-Uni n'a pas besoin d'entrer vers l'Inde, puisque évidemment avec le Commonwealth, ça fonctionne déjà. La grande question qui est posée, ça va être la Chine. Et comment vont se passer les relations économiques? Et évidemment, il y a toujours la politique qui est derrière avec la Chine. Et est-ce qu'il va y avoir un peu un tirage de bourre entre les Américains et les Chinois pour travailler avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans les mois et les années qui viennent? Et là. Peut-être même question pour Nathalie, savoir quel impact, par exemple, ça aura sur le théâtre. Vous êtes productrice aussi de spectacles de théâtre. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu quand même des subventions pour certains? Donc, quel impact? Comment vous voyez les choses? Vous êtes productrice de spectacles que vous adaptez pour un public parfois même anglophone. Du coup, vous voyez comment les prochaines semaines, les prochains mois? Je sais qu'il y a la Covid, alors du coup, c'est un peu en suspens, mais on va dire après Covid. Non, mais déjà, c'est un secteur d'industrie théâtre qui est en grande difficulté, qui est le parent pauvre, en fait, de la culture, hein, par rapport à l'audiovisuel, par rapport à tout ce qu'on appelle visual art. Performing art, ça a toujours été le parent pauvre. Donc, c'est une économie difficile, hein, et là, effectivement, le spectacle vivant est en grande difficulté. Alors, sans subvention européenne, qui est-ce qui va payer pour soutenir le théâtre? Ce que font de plus en plus, c'est l'économie du théâtre aujourd'hui à Londres, c'est de faire appel à du sponsorship, du mécénat. C'est comme ça qu'ils arrivent à lever des fonds pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, on va demander effectivement le soutien de tous les citoyens avec des levées de fonds pour pouvoir créer des spectacles. Ça va être compliqué pour tourner aussi les spectacles parce qu'effectivement, quand on crée un spectacle, et justement le fait, moi, d'être française, de vivre à Londres, je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir avoir ce pont entre la France et l'Angleterre, de pouvoir faire venir des auteurs français en Angleterre et de faire découvrir des auteurs anglais aux Français. Voilà, donc et c'est vrai que grâce à l'Europe, on pouvait avoir des fonds, des subventions, ce qui nous aurait permis de pouvoir même aller au-delà de la France, hein, parce qu'il faut avoir au moins, pour avoir des fonds d'Europe, il faut avoir au moins une tournée dans 3 pays européens. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, il va falloir avoir une autre politique, une autre façon de penser l'économie et de faire appel aux dons, au mécénat, au sponsorship, aux entreprises pour pouvoir fonctionner. Et pareil, j'imagine pour les artistes français, enfin des acteurs ou des comédiens plutôt français et françaises qui aimeraient débuter leur carrière ici, ça va être plus compliqué, j'imagine. Oui, c'est compliqué parce que ça dépend. Le statut, s'ils sont salariés dans une grosse production anglaise, effectivement, le statut de salarié français qui est expatrié en Angleterre, il va être compliqué à gérer. Ça va être des démarches toujours administratives, d'histoire de cotisation de sécurité sociale, d'impôts, de taxes. Ça va être compliqué. Donc, je veux dire, les productions, c'est compliqué déjà de monter un projet. En plus, il faut se rajouter des charges administratives, financières, des coûts en plus. Voilà, ça va pas aller dans le bon sens, quoi. La grande différence entre nos deux invités, c'est qu'il y en a un qui est un observateur finalement, qui se contente d'observer, Yves Bigot, dans la mesure où votre quotidien ne sera en rien impacté par le Brexit. En revanche, je dirais pas la même chose de vous, Nathalie. Aujourd'hui, on est le 2 décembre 2020. Le Brexit va entrer en vigueur dans un mois, le 1er janvier. Qu'est-ce que vous allez faire l'an prochain? Qu'est-ce que vous avez comme projet compte tenu de tout ça, Nathalie? Justement, j'attends. Moi, j'aurais voulu continuer à faire venir des artistes du spectacle vivant français à Londres. Mais aujourd'hui, tout le monde est un peu, tout le monde attend de voir. Si moi, ça me prend un temps fou en termes de démarches administratives et de coûts financiers, si je m'en sors pas, je ne pourrais pas le faire, je le ferai pas. Yves, voilà. Pardon. Ouais. Et Yves, vous qui adorez la Grande-Bretagne, qui avez travaillé en Grande-Bretagne,
C'est navrant d'entendre dire ça. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de voir un pays s'effriter sous vos yeux, un pays que vous avez aimé, dans lequel vous avez travaillé, que vous avez bien connu? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça est en train de s'effriter un petit peu quand on entend ce que dit Nathalie? On verra, hein, parce que c'est quand même un peuple sacrément résilient, hein, les Britanniques. Hein, pragmatique. Ils l'ont montré vraiment souvent dans le passé, donc j'espère que non. Moi, je pense que le grand responsable de tout ça, c'est David Cameron, qui a joué au poker pour essayer de se maintenir au pouvoir un petit moment, en ouvrant une boîte de Pandore que personne ne lui demandait d'ouvrir. Hein. Donc c'est lui qui porte vraiment la responsabilité de cette situation. Après, ce qui va être évidemment intéressant à suivre en tant qu'observateur, et vous avez raison, hein, et évidemment, tout mon cœur va à Nathalie, hein, et je me sens très évidemment solidaire de votre situation, mais c'est de voir, est-ce que l'Écosse va réellement parvenir à profiter de cette situation pour prendre son indépendance. Hein. J'ai vu les dernières déclarations de Nicola Sturgeon, qui par ailleurs est une femme politique remarquable. Elle avait l'air extrêmement optimiste sur les chances de l'Écosse de se séparer du Royaume et de la Grande-Bretagne. Hein. Alors, je ne sais pas si elle y arrivera, mais si c'est ça la conséquence de la légèreté égoïste de David Cameron, c'est tout le royaume qui va se souvenir de lui. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une petite porte d'entrée pour la culture indépendance ou pas européenne vers l'Écosse? C'est-à-dire qu'on sait qu'en plus Édimbourg accueille un des plus grands festivals artistiques au monde chaque été. Donc est-ce que ça pourrait être la nouvelle porte d'entrée vers la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, que de passer plutôt dans le nord et puis voilà, et puis Londres passerait au second plan? En tous les cas, moi j'ai pu constater combien l'essor et le relèvement de l'Écosse a été parallèle à l'entrée du Royaume dans l'Union européenne. Les Écossais ont beaucoup profité de cette situation. Certes, ils ont été capables de transformer leur économie, hein, qui était une économie qui datait quasiment du 19e siècle, en économie de service, hein, et notamment à travers l'électronique, les nouvelles technologies, etc. Mais notamment, je me souviens, j'étais à Édimbourg quand Édimbourg était capitale européenne de la culture. C'était d'ailleurs un peu avant, mais ça a été spectaculaire. Et donc les Écossais sont extrêmement liés. D'abord, leur histoire les amène à être liés avec la France et avec l'Europe continentale, mais surtout, ils ont été les grands bénéficiaires de l'entrée du Royaume dans la communauté européenne. Et donc, je comprends bien qu'eux ont envie d'y rester et que c'est peut-être par ce désir d'y rester qu'ils arriveront à conquérir leur indépendance. Et s'ils y parviennent, je pense que ça va inspirer quelques Gallois d'aller au Wexit à leur tour, et je ne veux même pas entrer dans la question des deux Irlandes. Il vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Pas pour moi. Exactement. Il y a Glasgow aussi qui avait été capitale européenne de la culture. Oui, l'Écosse est très réputée en matière de culture. Alors, s'il y a un domaine de la culture qui n'est pas trop affolé par l'arrivée du Brexit, eh bien, c'est le domaine de l'art. Pour lui, c'est une nouvelle qu'on attend de voir, Maya Morgenstern, mais c'est peut-être le secteur de la culture pour lequel on est le moins inquiet, le marché de l'art. Maya Morgenstern. Le milieu de l'art est très partagé sur l'arrivée du Brexit. D'un côté, la Grande-Bretagne ne sera plus soumise aux taxes européennes. Boris Johnson avait d'ailleurs laissé entendre la possibilité de faire de Londres un nouveau port franc, à l'image de Singapour, où l'art serait donc placé à l'abri du fisc. Un appel qui devrait plaire aux grandes fortunes et permettrait de relancer l'économie. Mais c'est un avantage à double tranchant, car d'ici 2025, l'Angleterre devra se soumettre à la législation européenne d'importation. Il sera alors difficile d'importer des biens culturels d'Europe,
Et pour les antiquités, c'est-à-dire les objets de plus de 250 ans, il faudra un certificat d'acquisition du pays d'origine, alors que la plupart du temps, ce document n'existe pas. Tout cela va clairement impacter le marché de l'art et la participation des galeries internationales aux foires d'art, comme Frieze ou Masterpiece. Beaucoup de galeries se tournent d'ailleurs déjà vers Paris pour ne pas perdre leur clientèle étrangère. Le Royaume-Uni va aussi perdre toutes les subventions européennes. Il faudra donc patienter encore quelques mois pour savoir si ce coup de poker porte ses fruits. Yves, je vous voyais sourire. Le marché de l'art, bon, il est peut-être moins pessimiste que celui de la musique. Je dirais pas pour autant qu'il est optimiste, hein, quand même. Non, mais évidemment, ça déplace moins de personnes Ouais, qu'un groupe de rock ou une troupe de théâtre en tournée. Hein, et moins de matériel pour le carnet à théâtre, c'est beaucoup plus simple. Donc effectivement, les conséquences sont moins importantes et moins pénalisantes. Et je repensais aussi à la situation des footballeurs, hein, parce que c'est mon autre passion. Et j'ai vu qu'ils vont devoir faire avec le fameux visa à points. Le Royaume-Uni, qui est quand même un truc, à ma connaissance, hein, un autre modèle au monde comme ça qui fonctionne de cette façon, quand même, c'est la Chine. Hein. Donc, ça va être un drôle de truc. Et puis surtout parce que je sais que ce qui a rendu les Français populaires au Royaume-Uni, en tous les cas en Angleterre, parce que les Écossais nous ont toujours adorés, mais ça a été effectivement Antoine Decaune et Rapido, mais après Eric Cantona. Il y a eu bien sûr Eric Cantona et ce que les Anglais appellent de Henry Factor. C'est l'effet Thierry Henry. Et tous les footballeurs français qui d'un seul coup ont déboulé non seulement à Londres, mais à Manchester, à Liverpool, à Birmingham, etc., et même à Leicester et ailleurs, c'est-à-dire même y compris dans des petites villes de première ou de première ligue ou même de deuxième division, ça a été un facteur. Et ça aussi, ça va être impacté par le Brexit parce que ça va devenir malgré tout plus compliqué pour les clubs anglais, en tous les cas, et britanniques, donc de facto aussi, de recruter des footballeurs continentaux. Or, ils y sont très populaires et ils ont fait beaucoup pour le grand retour aussi des clubs anglais au sommet de la Champions League et de l'Europa League, des compétitions européennes. Parce que certes, ils ont des Brésiliens et des Argentins, mais il y a énormément. Justement, c'était l'invasion française, mais les Belges aussi. Hein, les beaux jours de Manchester City sont faits par Kevin De Bruyne et il n'est pas et il n'est pas le seul. Mais aussi les Espagnols, mais aussi les Portugais. Il y a bien quelques Italiens, il y a aussi quelques Allemands, il y a des Polonais, etc. Donc ça aussi, ça risque. Il va falloir suivre ça, mais est-ce que ça va être aussi un peu une dégradation des performances des clubs britanniques dans les coupes européennes? Ouais, d'ailleurs, Yves, il y a quelques semaines, on a fait une émission sur ce thème de la Première Ligue et des joueurs français. Et on avait sur ce même plateau, on avait Jean-Luc Haribard, qui est le consultant foot de Canal sur la Première Ligue notamment. Et on avait Bruno Satin, qui est un agent de joueur. Et une grosse partie de ce que j'ai pu comprendre du chiffre d'affaires de Bruno Satin se fait avec l'Angleterre. Et lui-même était effectivement très inquiet. Et il disait exactement ce que vous venez de dire. Léla, 59 minutes. Bon, on a raté l'histoire du générique au début, donc on a droit à 1 minute 30 de rap. Je vous laisse poser la dernière question et puis après on se séparera. Léla. Non, parce que je voulais revenir un peu sur Nathalie, parce que effectivement, entre la Covid et le Brexit, le monde du théâtre, spectacle vivant va être fortement touché. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui, vous parliez de mécénat tout à l'heure pour pouvoir essayer de rebondir. Si nos spectateurs qui nous regardent peuvent aider d'une manière ou d'une autre, quel appel vous lanceriez aujourd'hui auprès des pouvoirs publics et même du grand public? Bah, écoutez, l'appel, c'est la culture, c'est essentiel, surtout après tout ce qu'on vient de vivre. Il est déterminant que tout le monde se mobilise autour et des artistes, ceux qui font la culture, des artistes, des producteurs, toute la chaîne, des techniciens, parce qu'ils sont vraiment en très très grande difficulté, en tout cas dans le monde du théâtre aujourd'hui. Mais je crois, on est tous quand même très optimistes. On a toujours cet élan
de création. On a envie de rassembler les foules autour de projets artistiques. Donc effectivement, il faut soutenir le spectacle, il faut sortir, il faut aller au théâtre, il faut aller voir des artistes, il faut aller écouter de la musique. C'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à soutenir le spectacle vivant. Et je pense que le message de Yves Bigot ne devrait pas différer tellement de celui de Nathalie au moment d'apporter la conclusion, Yves, à cette émission. Non, évidemment, je souscris bien sûr à tout ce que Nathalie vient d'exprimer. Moi, en un mot, je dirais God save the kingdom. C'est pas mal. C'est pas mal. On va retenir ça pour terminer parce que ça fait 1 heure, 1 minute et 50 secondes qu'on est ensemble. Bon, on a raté un peu l'entrée, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a débordé. Sinon, on aurait été pile poil dans les temps. Je voulais vous remercier, Yves Bigot, parce que ce qu'on disait au début, vous avez parlé absolument de tous les dossiers qu'on a traités dans cette émission. Et ça, c'est assez rare de la part d'un invité. Merci d'avoir été avec nous, Yves. Merci Eric, et merci à tous les trois. Voilà, merci à vous Nathalie, et puis peut-être qu'on se retrouvera, pourquoi pas pour un well sit, hein, comme vous en avez parlé Yves, un de ces quatre, on se permettra peut-être de vous solliciter. Léla, merci d'avoir été encore une fois avec nous ce soir pour ce 10e numéro de Parlons Brexit, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine à la même heure, mercredi 17h, heure de Londres. Salut à tous.